Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique, on peut le dire comme ça, c'est Christian Coye, président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, qui est en direct avec nous dans Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Alors on a beaucoup de choses à dire sur la politique ce matin et sur le département des Côtes-d'Armor. Beaucoup de choses. J'avais envie de commencer par une forme de ouf de soulagement après cette séquence politique qui a été assez éprouvante ces derniers jours. Les Côtes-d'Armoricains n'ont pas mis de député RN à l'Assemblée nationale. On sait que ça a été une préoccupation, ça a été aussi une crainte de voir un changement en Bretagne et dans les Côtes-d'Armor. Oui, alors cette période d'élection, je veux dire, puisque nous avons eu successivement les européennes et les législatives, puisque le président de la République a décidé de clarifier les choses, a-t-il dit, lorsqu'il a dissous l'Assemblée nationale. Cette période d'élection a été quand même l'occasion pour les électrices et les électeurs de se mobiliser fortement. Et dans les Côtes-d'Armor, plus qu'au niveau national, il faut quand même le souligner. Et cette période d'élection est une satisfaction pour la gauche, je vais dire, puisque la gauche arrive en tête des suffrages au niveau national. Mais c'est une satisfaction mesurée à l'échelon du département des Côtes-d'Armor et aussi par rapport aux préoccupations qui sont remontées du terrain. Alors ces préoccupations, ces alertes, on pourrait presque le dire comme ça, elles sont arrivées avec ce vote protestataire, ce vote de désespoir face à une situation compliquée. On pense évidemment aux difficultés qu'ont les Français et les Côtes-d'Armoricains, les Bretons, à pouvoir se loger, à pouvoir payer leurs factures, ce fameux pouvoir d'achat, et aussi des préoccupations qu'on n'imaginait pas. On parle beaucoup d'immigration, de sécurité, on pourra en dire un mot évidemment. Aujourd'hui, il y a urgence à remettre de l'humain au centre de la politique. Mais je pense que quand il y a 30% des électeurs qui votent pour le Rassemblement national, il y a derrière des messages qui sont envoyés. Et il ne faut pas stigmatiser les personnes qui votent pour le Rassemblement national, mais essayer de comprendre les messages qui sont envoyés. Et les messages qui sont envoyés tournent, comme vous le dites, autour du pouvoir d'achat, de la santé, du logement, mais je dirais aussi de la répartition des richesses. Je l'ai beaucoup entendu au cours de cette campagne, et je lisais un article très intéressant hier qui disait qu'au fond, les riches se sont enrichis au cours de ces 15 dernières années. Le patrimoine des riches représentait 4 800 milliards d'euros il y a 15 ans. Il représente aujourd'hui 8 000 milliards d'euros. Si vous mettez ça face à la dette est passée de 1 000 milliards d'euros à 3 000 milliards d'euros. Donc ça veut dire que les plus riches se sont enrichis et les efforts demandés l'ont été au plus faible, au moins bien lotis. Je pense à la réforme du chômage, par exemple, qui a failli passer. Alors qui est en suspens actuellement. Qui est en suspens, mais aussi à la réforme des retraites. Ce qui fait que les moins bien lotis ont toujours le sentiment d'être laissés pour compte. Alors que, par rapport à ça, tous les efforts qui ont été faits en direction des plus riches, ça a été quand même des suppressions d'impôts. Ça a été aussi l'impôt sur le capital qui a été allégé. Et l'impôt sur le travail, lui, est beaucoup plus lourd. Donc les gens ont un sentiment d'injustice et le traduisent dans leur vote, et il ne faut pas s'en étonner. Alors néanmoins, la gauche a réussi son pari de se réunir au sein d'une coalition, le nouveau Front populaire. Alors maintenant, j'allais dire, les hostilités commencent. Comment gouverner, comment s'entendre? Il y a beaucoup de courants, beaucoup de diversité dans cette gauche qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sur le terrain, ça se traduit aussi ici dans les Côtes-d'Armor. Il y a eu l'union de la gauche déjà dans les Côtes-d'Armor. On a été un peu précurseurs une fois encore. Comment ça va se traduire selon vous? Est-ce que ça va être facile de pouvoir gouverner, de pouvoir jouer l'alternance finalement avec le président de la République, avec le nouveau Premier ministre? Je vais y répondre, mais je voudrais dire quelques mots encore sur les résultats des élections dans notre département et en Bretagne. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est une satisfaction mesurée, parce qu'il faut savoir quand même qu'en Côtes-d'Armor, nous sommes le seul département en Bretagne à ne pas avoir eu de députés supplémentaires par rapport à l'existant.
Donc ça aussi, ça doit nous questionner quelque part. Et quand vous regardez la configuration politique aujourd'hui du département des Côtes-d'Armor, vous n'avez qu'une seule députée à gauche aujourd'hui dans le département des Côtes-d'Armor, ce qui, me semble-t-il, n'est pas la représentation nationale. Donc ça nous questionne également. Et moi, ça me questionne parce que je me dis que quelque part, c'est quand même le national qui a décidé à notre place des candidats et des candidates. Alors on nous a dit que ça s'est fait très rapidement, je veux bien, mais c'est la deuxième fois en 2 ans. Et moi je pense que si on avait eu quand même une représentation plus efficiente et des candidats ancrés dans le territoire, les résultats auraient pu être autrement pour nous. Et je pense au Parti Socialiste et à Place Publique qui auraient pu, dans un cadre comme celui-là, avoir au moins un ou une députée supplémentaire. Donc ça, c'est au niveau des Côtes-d'Armor, mais au niveau de la Bretagne, c'est un peu la même chose, puisque quand on regarde quand même le positionnement de la représentation à gauche, plus de la majorité des candidats étaient issus de formations politiques qui n'ont pas leur représentation sur le territoire. Bon. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, je dirais que la cartographie de 2024, à un prénom près, est la même cartographie que 2022, puisqu'on a remplacé Marc par Corentin, mais en dehors de ça, vous pouvez prendre la photo du département, elle est exactement la même. Par rapport donc à la situation politique nationale, cette fois, donc on a 3 blocs, un à droite, un à l'extrême droite, un bloc donc autour de l'équipe Macron LR, et puis un bloc à gauche. La logique voudrait que le président de la République fasse appel à la représentation qui a le plus de députés, mais moi j'ai le sentiment ce matin que le président de la République fait traîner un peu les choses et va essayer de contourner par la droite la gauche. Voilà ce que je crois. Et j'écoutais Édouard Philippe hier soir qui ne disait pas autre chose que de dire qu'il voulait mettre en place un bloc tourné autour de l'équipe Macron avec les Républicains. Donc, ça veut dire une instabilité politique à venir et des possibilités de renverser un gouvernement très facilement, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue dans ce pays avec une force politique à elle toute seule. Donc la gauche, évidemment, essaye de faire valoir à juste titre cette victoire, en tout cas aux élections législatives, mais elle aussi, elle devra composer avec d'autres forces politiques s'il va y avoir une majorité absolue. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale, plus que jamais, va avoir un rôle à jouer, et c'est texte par texte que les projets vont devoir être adoptés. Voilà, des alliances sur des textes précis, oui, finalement. C'est ça. On a le sentiment, là encore, que les Français, les Bretons, les Costarmoricains, les Costarmoricaines, on ne les oublie pas, n'ont pas été entendus, en tout cas, le message n'a pas été entendu par le gouvernement et plus largement par le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, là encore, il y a un éloignement du territoire, vous qui êtes président de conseil départemental, qui êtes sur le terrain, est-ce qu'il y a un éloignement du territoire, un éloignement du terrain qui fait que finalement ce qui se décide à Paris n'est pas du tout ni en concertation, ni en harmonie avec ce qu'attendent les gens sur le terrain, les électeurs, les électrices? Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que ceux qui nous gouvernent sont très loin des préoccupations du terrain. Et je le disais tout à l'heure sur la représentation politique, puisque moi je dis c'est une satisfaction mesurée parce que je trouve que on n'a pas des personnes issues des territoires comme on devrait l'avoir partout en France. Je ne stigmatise personne en le disant, mais c'est clair que dans ma circonscription, on a quand même eu 12% du bulletin nul et blanc, alors que le pourcentage moyen est de 2 à 3 sur le département des Côtes-d'Armor. Donc ça signifie quand même que l'offre politique proposée ne convenait pas à tout le monde. Et puis, dans une circonscription comme la mienne, celle de Guingamp, pour la citer, on regarde quand même le résultat du 2e tour. Vous avez 31 communes qui ont placé le Rassemblement national en tête dimanche dernier. Donc, les gens se sentent éloignés des pouvoirs de décision et le traduisent par ce vote
qui ne nous satisfait pas, évidemment. Et donc, il va falloir renverser un peu la vapeur, justement, et que le gouvernement qui puisse être mis en place soit, justement, à l'écoute des préoccupations du terrain. Alors, vous, élu, alors je dis local, ça n'a rien de péjoratif, mais comment faire remonter finalement les désidérata du terrain, les angoisses, les problèmes, comment les faire remonter jusqu'au plus haut niveau? Eh bien, écoutez, moi, en tant que président du conseil départemental, je passe mon temps à cela. Nous sommes représentés au niveau national par l'Association des départements de France et par une association des présidents de conseil départemental de gauche qui s'appelle, comment dirais-je, une association, alors je n'ai pas le nom en tête, voilà, Département solidaire. Voilà, Département solidaire. Département solidaire. Et à travers ceci, on essaye de faire valoir nos préoccupations et sur des sujets très concrets. C'est ainsi que l'an dernier, le 2 novembre dernier, nous avons reçu Aurore Berger, ministre en charge de l'autonomie, et qui est venue discuter avec nous, et c'était un travail préparatoire de 3 mois que nous avions fait avec le ministère concerné, discuter avec nous de la préoccupation des EHPAD, et donc nous apporter une aide de 5 millions d'euros qui se rajoutait aux 2 millions d'euros du conseil départemental pour essayer de répondre aux préoccupations des directrices et directeurs d'EHPAD par rapport à leurs soucis financiers. Malheureusement pour nous, 3 semaines après, Aurore Berger a changé de portefeuille. Donc on a remis le chantier sur le tapis avec Madame Katabi, que nous avons rencontrée donc au ministère des Affaires de l'autonomie et du handicap au mois de mai dernier. Donc c'est pas vieux. Et Madame Katabi, on a dû lui refaire donc le discours sur nos préoccupations, à la fois sur l'autonomie, sur le handicap, sur la protection de l'enfance. Madame Katabi a bien pris en compte les sujets et nous accompagnions donc le collectif des maires des EHPAD à l'occasion de cette visite-là. Et donc un travail devait continuer à s'organiser à l'issue de cette rencontre. Aujourd'hui, Madame Katabi donc s'est retirée au 2e tour des élections législatives. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, elle ne sera plus ministre. Et donc c'est encore une 3e fois un autre interlocuteur, une autre interlocutrice qu'on va devoir convaincre que des sujets très importants qui n'ont pas du tout, et je le regrette, été au cœur des préoccupations des candidats et des candidates au cours de ces élections législatives, tout ce qui concerne l'autonomie, le handicap, la protection de l'enfance, la loi grand âge, des sujets qui sont au cœur des préoccupations du département, vont devoir encore être remis en chantier. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'à l'occasion de ces législatives, des sujets du quotidien, et j'y rajouterai la santé, évidemment le logement, des sujets comme cela n'aient pas pu être l'objet de débats et de discussions entre les différents candidats et candidates. Alors, on a le sentiment, justement, d'un éternel recommencement pour faire passer les dossiers, pour se faire entendre, évidemment, sur ces questions sociales importantes, ces questions de société, on pourrait aller jusque-là, avec aussi des préoccupations. L'hôpital, on le voit ici dans les Côtes-d'Armor, on le voit à Guingamp en particulier, l'hôpital qui est en grande souffrance. Évidemment, il y a aussi les questions de précarité, et il y a aussi l'accueil des immigrés ou des réfugiés. On sait que les Côtes-d'Armor sont très impliqués, le département est très impliqué dans cet accueil, avec des moyens, toujours plus ténus, toujours plus contraints. Là aussi se pose la question des moyens des collectivités locales. Je sais que vous avez alerté plusieurs fois depuis l'année dernière, Christian Coy. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment monter un budget avec toujours moins d'argent, moins de moyens ? Chaque mois qui passe accroît les difficultés des départements. Tous les départements aujourd'hui sont dans une situation financière délicate. Et il faut expliquer les choses simplement. Nous avons des compétences obligatoires qui touchent aux questions sociales, de solidarité humaine. Et vous savez bien que les dépenses concernant les solidarités humaines, au vu de l'âge de la population et des besoins qui sont nécessaires, continuent à augmenter. Face à cela, on pourrait espérer avoir des recettes stables. Il n'en est rien. Depuis 2020, nous n'avons plus aucun pouvoir de taux.
Ça veut dire que 60% de nos recettes de fonctionnement aujourd'hui tiennent à la TVA et aux recettes de vente immobilière. Donc ça veut dire que vous avez des dépenses obligatoires et qu'à côté de cela, vous avez des recettes aléatoires liées à l'activité économique. Et ce qui se passe, c'est que les ventes immobilières depuis 2 ans sont en chute libre et le département, pour donner un chiffre, a perdu 20 millions d'euros de recettes en 2023 et s'apprête à en perdre 20 millions de plus au cours de l'année 2024. 40 millions de pertes de recettes en 2 ans, vous vous doutez bien que ça nous oblige à adapter nos dépenses de fonctionnement et à adapter aussi notre budget d'investissement. Donc, tout cela nous contraint et nous amène à prendre des décisions difficiles. Et donc, ce qui a été demandé au gouvernement à travers Éric Woerth, qui a été chargé par le président de la République d'un rapport sur le sujet, c'était d'avoir des ressources stables en face de nos compétences obligatoires et notamment les dépenses de solidarité humaine. On a le sentiment que l'État est très loin du terrain, là encore, dans ces problèmes de financement des collectivités. On entend également la région Bretagne, plus largement, qui s'inquiète de ces difficultés à pouvoir boucler les budgets. Est-ce qu'il y a eu des erreurs politiques de commises? On pense à la taxe d'habitation, qui était une manne, si j'ose dire, qui a été supprimée. On peut imaginer aussi peut-être l'impôt sur ce qu'on a appelé l'impôt sur les grandes fortunes, qui n'est pas rétabli, qui pourrait peut-être aussi participer à la solidarité nationale et à aider les départements. Est-ce que vous avez espoir dans la gauche, justement, qui arrive à l'Assemblée nationale, peut-être pour inverser la tendance et pour aider justement les collectivités? Il y a un rééquilibrage à faire. Je parlais tout à l'heure de l'impôt sur le capital et de l'impôt sur le travail. L'impôt sur le capital a diminué. L'impôt sur le travail, lui, reste toujours aussi élevé. Donc, par rapport à ce que vous dites sur l'impôt sur les grandes fortunes, évidemment que nous sommes favorables au rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. Mais il ne faut pas en attendre monts et merveilles. Ça représente 4 à 5 milliards d'euros. Par rapport à la suppression de la taxe d'habitation, qui, elle, représentait 24 milliards d'euros. Et je parlais tout à l'heure des besoins de l'autonomie, du handicap, et d'une loi grand âge qui est nécessaire, eh bien la loi grand âge, elle demande 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Eh bien, quand on supprime la taxe d'habitation, on aurait pu affecter ne serait-ce que la moitié de ce qui a été récupéré à cette occasion-là, eh bien, à la mise en œuvre de la loi grand âge, et on aurait répondu aux préoccupations des habitants. C'est-à-dire que pour moi, il n'aurait pas fallu supprimer cette taxe d'habitation-là, et avec cet argent-là, on avait de quoi répondre aux préoccupations immédiates des citoyennes et des citoyens. On sent une pointe de colère quand même dans votre propos, avec ces difficultés. Voilà, vous faites un peu le grand écart, on aura compris, pour pouvoir boucler les budgets. On sent une pointe de colère par rapport à la politique qui a été conduite. Mais c'est clair, parce qu'elle est contraire donc aux aspirations des citoyennes et des citoyens. Et aujourd'hui, bien, on nous répond qu'il n'y a pas d'argent pour mettre en place la loi grand âge, mais les besoins, ils sont là. Donc, comment on y répond ? C'est la question. D'une manière ou d'une autre, que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, il faudra trouver les moyens financiers pour répondre aux préoccupations des territoires. Et les préoccupations des territoires, elles sont simples, vous savez. Les gens, ils aspirent à trouver un médecin. Et les gens, ils aspirent à trouver un spécialiste quand ils en ont besoin, à pouvoir être accueillis à l'hôpital dans de bonnes conditions quand ils ont des problèmes de santé. Les gens, ils aspirent à trouver un logement. Aujourd'hui, eh bien, le nombre de logements a chuté de moitié en 2 ans. Logement neuf, j'entends. Et les gens, ils aspirent à faire en sorte que leur pouvoir d'achat soit sauvegardé. Voilà les principales préoccupations auxquelles on a à faire face, et des réponses sont attendues. Et de dire qu'on n'a pas d'argent pour permettre de répondre à ces préoccupations, moi je dis qu'il faut partager la richesse d'une manière différente. C'est normal que celui qui travaille
ait un pouvoir d'achat qui va avec le travail qu'il fait, mais c'est normal aussi qu'on puisse répondre aux préoccupations des personnes qui ont pu travailler toute leur vie, par exemple, et qui se retrouvent à la retraite avec des retraites peu importantes pour faire face à des dépenses qui, elles, croissent tous les jours. Alors, on parlait tout à l'heure, en commençant, de paysage politique breton et plus près de nous, costard-mauricain, avec cette poussée de Rassemblement national, poussée souvent due à la colère, hein, vous le disiez à l'instant, Christian Coy. On a le sentiment aujourd'hui que les colères se déplacent. On dit, voilà, c'est la faute à l'immigration, il y a trop d'immigrés, ils nous coûtent trop cher. Est-ce que là aussi, il y a tout un travail à faire de pédagogie, d'explication? On l'a vu hein, ici dans les Côtes-d'Armor, avec le projet Horizon à Calac, qui a été combattu par l'extrême droite. Est-ce qu'il faut expliquer que finalement la population vieillit et que on va avoir besoin de bras, on va avoir besoin d'une nouvelle population qui arrive, qui ne va pas forcément nous mettre dehors? Vous savez, il n'y a pas besoin de sortir du département. Hein. Regardez un peu, comment dirais-je, les entreprises qui emploient du personnel. Elles ont des difficultés aujourd'hui à recruter. Donc, elles font appel à des personnes qui habitent dans les pays étrangers et elles font appel parce qu'elles ne trouvent pas de main-d'œuvre sur place. Donc ces personnes-là, forcément, elles peuvent aspirer à s'installer dans notre département et beaucoup de chefs d'entreprise le souhaitent d'ailleurs. Hein. Moi, je regarde des abattoirs là autour de chez nous qui emploient beaucoup de populations étrangères. Eh bien, ces personnes-là qui travaillent sur le territoire doivent être intégrées comme tout citoyen s'ils le souhaitent. Et on doit donc pouvoir répondre à leurs préoccupations. Et c'est clair que la population vieillit, donc la population active, elle diminue. Et donc de dire qu'on pourra se replier sur nous-mêmes, donc en laissant les étrangers chez eux, c'est un leurre, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un retournement de l'activité économique. Et moi, quand je regarde ce qui s'est passé en Italie, c'est quand même assez parlant, parce que Madame Meloni, quand même, qui ressemble, hein, qui est l'image du Rassemblement national en France, elle a bien intégré 400 000 travailleurs étrangers en Italie parce qu'elle se rendait compte que sans eux, l'économie ne pouvait pas tourner. Et ben c'est le cas ici en Côte-d'Armor, c'est le cas en Bretagne et plus largement en France. Et à nous de trouver les solutions pour que ces personnes-là se sentent considérées comme tout un chacun. À partir du moment où elles travaillent et payent des impôts en France, elles doivent pouvoir vivre comme tout un chacun. Alors souvent il est reproché d'avoir un trop grand accueil justement de ces personnes qui arrivent de l'étranger. Je sais que les Côtes-d'Armor ont été pointés comme d'autres départements. Là encore ça ramène à Calac. Il y a une peur de l'étranger, on le sent. Comment expliquer finalement que ça coûte pas forcément plus cher à un département d'accueillir, alors le cas des mineurs isolés, mais d'accueillir des étrangers sur son territoire? Ben, écoutez, il faut proportionner les choses déjà. Hein, quand on regarde, nous, les personnes qui arrivent, hein, dont on a à s'occuper, les mineurs non accompagnés, par exemple, sur une population de 600 000 habitants, ça représente 450 personnes. Donc moi je crois qu'il faut proportionner un peu les choses et ne pas stigmatiser forcément les personnes qui nous rejoignent. Ensuite, si vous voulez, tout est question de conditions d'accueil. À partir du moment où vous prenez l'exemple de Calac, mais il y a des familles étrangères qui ont été accueillies à Calac depuis le projet Horizon, personne n'en parle. Et pourquoi personne n'en parle ? Parce que l'intégration se fait dans de bonnes conditions, les enfants sont scolarisés, les parents sont accueillis dignement, et personne ne les stigmatise. Donc, il y a une manipulation politique à Calac, mais c'est clair, un coup politique. Mais c'est clair que tout ça, ça a été monté en épingle à cheveux, hein, et lorsque ce dossier-là a été mis sur la table, on a vu Reconquête, par exemple, reprendre le relais au niveau national, pour servir sa cause. Mais les habitants de Calac, eux-mêmes, et ceux des alentours dont je fais partie, cherchaient plutôt à ce qu'on les laisse tranquilles, gérer les populations qui sont sur le territoire. Moi, j'ai été maire de ma commune pendant 32 ans. Vous savez, pendant 32 ans, la population de ma commune, elle a considérablement changé. Et les personnes issues
de la commune sont aujourd'hui largement minoritaires. Et nous sommes contents, dans ma commune et les communes autour, d'avoir pu accueillir des populations de différentes origines, qu'elles soient issues d'autres régions de France ou de l'étranger. Et moi, ce que j'observe, c'est que les choses se passent très bien. Et ça se passe très bien dans ma commune, mais ça se passe très bien autour aussi. Voilà, un problème de territoire, un problème local qui se gère très bien en local. Ben oui, voilà. Il y a eu aussi cette polémique avec le collège de Corlay. Je voulais vous entendre. Alors évidemment, c'est un dossier très épineux, très compliqué. Il y a toujours une fronde à Corlay. Hein. Le comité de soutien du collège est toujours vent debout contre le conseil départemental. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ce matin là? Il nous reste 5 petites minutes. Très simple. Le dossier de Corlay, c'est au fond, on a beaucoup... je comprends que quand le conseil départemental prend la décision de regrouper, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Nous avons 2 collèges, Corlay et Saint-Nicolas-du-Pélem, qui sont distants de 8 km. Au collège de Corlay, 58 élèves. Au collège de Saint-Nicolas, 78 élèves. Ce débat-là sur ces collèges, il est latent depuis 15 ans. Mmh. Donc, à un moment donné, si soit vous prenez la décision de regrouper les effectifs de ces 2 collèges et vous maintenez un service public sur ce territoire, soit vous fermez les 2 collèges. Le conseil départemental a pris ses responsabilités et a décidé de regrouper les effectifs de ces 2 collèges-là pour faire le plus petit collège du département malgré tout, puisque les effectifs seront entre 120 et 150 élèves, on le sait d'avance compte tenu de la population qui sur ces territoires-là. Donc à partir de ce moment-là, l'idée du département est d'offrir aux collégiens de ce secteur les meilleures conditions pour s'épanouir sur ce territoire. Il y avait une classe par section à Corlay, une classe par section à Saint-Nicolas-du-Pélem. L'idée, c'est d'avoir 2 classes par section à Saint-Nicolas-du-Pélem pour offrir donc une émulation à ces enfants et autour d'un projet pédagogique rénové et performant. Et le département prend ses responsabilités en faisant les travaux nécessaires pour que les collégiens de ce collège de Saint-Nicolas puissent avoir aussi les meilleures conditions d'accueil, tout comme les agents et les enseignants. Voilà, c'est assez simple. Après, qu'on ait stigmatisé les choses, je le sais, que ça ait créé des déceptions, nous en sommes conscients. Ce n'est pas facile de prendre une décision comme celle-là, mais il faut relativiser les choses et voir les choses en perspective, parce que si nous ne faisions pas ça, c'est le risque de perte de services publics sur un territoire qui était latent. Après, une fois qu'on a dit ça, tout n'est pas réglé, parce qu'on ne parle jamais de ça, mais il y a quand même la moitié des élèves de ce territoire qui faisaient le choix d'aller ailleurs que dans ce collège de proximité, qu'il s'agisse de Corlay ou de Saint-Nicolas. Donc l'enjeu qu'il y a derrière, c'est de faire en sorte que ces élèves qui allaient ailleurs, et notamment dans le privé, puissent revenir dans le secteur public. Et puis, je le dis, il faut essayer d'apaiser les choses. Nous, les conditions de la rentrée prochaine sur Saint-Nicolas sont favorables, dans le sens où il y a 3 classes qui vont pouvoir être ouvertes, et il y aura 7 classes donc au total dans le collège de Saint-Nicolas-du-Pélem. Donc tout n'est pas parfait, mais nous espérons que ceci permette de maintenir un service public de qualité dans ce collège de Saint-Nicolas-du-Pélem. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Christian Coye, président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Vous étiez avec nous ce matin en direct au micro de la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci et belle journée à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.